Bonsoir Émilie Rousseau. Le rêve, c'est un vaste sujet. Pourquoi rêve-t-on? Cela reste encore un mystère, hein. Ah oui, oui, absolument. Pourquoi rêve-t-on? C'est la grande question. On peut dire que ce qui a progressé depuis en gros un siècle de neurosciences, c'est que on sait évidemment qu'aujourd'hui le rêve a plusieurs fonctions, qu'il ne s'agit pas comme à un moment donné c'était considéré comme un déchet nocturne, pas du tout. Le rêve occupe beaucoup de fonctions différentes. Alors si on veut en passer en revue certaines, il y a d'abord le fait que le rêve va jouer un rôle dans la simulation de l'interaction avec une situation. Autrement dit, pouvoir être en situation non pas effective, mais rêvée, donc imaginaire, virtuelle d'une certaine manière, d'interaction avec des objets, avec des individus, faire quelque chose, ça joue un rôle probablement dans les phénomènes de simulation mentale. Comment est-ce qu'on se comporterait dans telle ou telle situation? Ça, c'est une des premières pistes. Il y a une autre piste importante aussi, qui est davantage liée aussi à la créativité. On a plusieurs récits un peu mythologiques en sciences de grands chercheurs, vous savez, qui ont rapporté avoir rêvé des découvertes. On pense à Kekulé pour la formule du benzène, à Otto Lévy pour la découverte de la transmission chimique de l'information nerveuse, et la découverte de l'acétylcholine, etc. Donc, on en a beaucoup des erreurs. Et puis dans la vie de chacun d'entre nous, souvent en fait, on va avoir des souvenirs oniriques qui vont nous ouvrir des portes vers des pistes interprétatives. Donc il y a vraiment beaucoup de fonctions. Et puis il y en a d'autres qu'on ignore évidemment. Et par ailleurs, il y a sans doute aussi une fonction qui donne à voir ce que l'on pense en général. C'est-à-dire que dans nos rêves, même si nos rêves nous surprennent, ils sont très liés à ce qu'on vit dans la vraie vie, en fait. Donc l'étude des récits de rêves à chaque époque permet de se rapporter quel va être l'imaginaire collectif à peu près commun. Donc ça nous fait autant de facettes différentes, à la fois des fonctions propres du rêve et de l'intérêt qu'il peut y avoir à étudier le rêve sous ses facettes psychologiques et cérébrales. On l'a bien compris, thérapie nocturne pour certains, accès à l'inconscient. Pour Freud, c'était l'accomplissement du désir, hein. Alors pour Freud, oui, évidemment, il y a cette expression fameuse. Il y a le grand livre de Freud, c'est l'interprétation des rêves en 1900, qui considérait lui-même comme un de ses grands rêves. Un de ses grands rêves, voilà un lapsus, un de ses, sans doute son plus grand ouvrage, celui auquel en tout cas il tenait le plus. Et surtout, il y a cette phrase fameuse que j'aimerais commenter de dire pour Freud que le rêve est la voie royale de l'inconscient. Alors il faut souvent bien comprendre aussi, rappeler cet élément-là qui était clair même chez Freud, et même si on n'est pas d'accord avec la théorie freudienne, je pense que la théorie freudienne soulève plusieurs problèmes qui fait qu'elle ne me semble pas valide, même si elle est intéressante, évidemment. Eh bien, pour Freud lui-même, il faut bien faire attention que l'expérience onirique qui consiste à rêver quelque chose à la première personne qu'on peut se rapporter et voir parfois se souvenir et se rappeler, ensuite se remémorer une fois éveillé, eh bien, pour lui, c'est une expérience consciente. Autrement dit, le rêveur vit une expérience consciente. Et ça, c'est très important de ne pas mélanger les pinceaux là-dessus. Par contre, étant donné que nous rêvons des choses un peu étranges, eh bien, selon Freud, un peu étrange, cette étrangeté du contenu onirique conscient, pour lui, c'était une forme d'accès à des phénomènes cognitifs non conscients. Alors ça, je suis assez d'accord avec lui. Simplement, derrière, chez Freud, il y a une théorie de l'inconscient très particulière et qui me semble, d'une certaine manière, non pas anthropocentrique, mais qui projette sur l'inconscient des propriétés de la conscience. En tout cas, c'est ma position. On associe forcément le rêve au sommeil, mais il nous anime aussi en plein jour, hein. Oui, alors ensuite, il y a une redéfinition de la notion de rêve. D'abord, on parle de rêverie éveillée, de ce qu'on appelle en anglais le mind wandering, le fait de laisser son esprit divaguer dans la journée, etc. Et puis avant tout, parce qu'il faut être rigoureux aussi sur les définitions qu'on va donner, mais un des points importants, c'est que notre sommeil comporte plusieurs phases différentes, et ça on le sait depuis maintenant assez longtemps, l'endormissement, des phases de sommeil lent léger, de sommeil lent profond, et puis une phase très particulière qu'on appelle en France le sommeil paradoxal. En anglais, on parle de REM sleep, Rapid Eye Movement Sleep, parce qu'on fait des mouvements oculaires rapides. Et cette dernière période, en fait, le sommeil paradoxal, ce n'est pas du tout la seule période durant laquelle on rêve, mais c'est la période durant laquelle nos rêves sont les plus scénarisés, les plus sémantiquement riches, les plus remémorés, souvent les plus longs, mais ce n'est pas la seule période. Et donc, une des mini-révolutions dans le domaine des neurosciences du sommeil, c'est qu'on le sait qu'il y existe des périodes de rêve, non seulement dans le sommeil paradoxal, mais dans les autres périodes du sommeil aussi, jusqu'à, comme vous le disiez, à explorer les phases de transition veille-sommeil ou de redéployer une sémantique du rêve dans des états qui ne sont pas seulement hypnotiques du sommeil. Mais en tout cas, il y en a plus que ce qu'on pensait au début. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé quelques minutes avec nous, Lionel Nakache, sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie.